Ok. Alors, bonjour tout le monde. Je souhaite la bienvenue à Dr. Moïse. Il est diplômé de la Faculté de médecine et pharmacie de l'Université d'État d'Haïti en 2004. Il a travaillé comme médecin généraliste à l'hôpital Sacré-Cœur de Milo de 2004 à 2006. Il a terminé sa résidence en médecine familiale à l'hôpital Southside à Bayshore, New York, de 2009 à 2012. Et maintenant, il travaille comme hospitaliste à St. Elizabeth Healthcare dans le nord de Kentucky depuis 2012. You can start when you're ready, Dr. Moïse. OK. Merci beaucoup et bonjour. Bienvenue à tout le monde. Dans cette occasion, je vous souhaite une bonne année et santé, prospérité. Et j'espère que l'année 2018 sera une année prospère pour chacun de vous. Et si vous le permettez, je vais prendre une minute pour parler de cette date du 12 janvier qui sera dans 2 jours et qui malheureusement nous rappelle de cette douloureuse expérience au cours de laquelle beaucoup de nos compatriotes et familles ont péri du tremblement, du séisme du 12 janvier. Et si vous le permettez, on va peut-être essayer d'observer une minute de silence à la mémoire de tous ceux qui ont disparu. Et ça inclut un des frères qui a disparu au cours de ce tragique événement. Donc, une minute de silence à la mémoire de ceux qui ont péri au cours de cette tragédie, si vous le permettez. OK, merci. Donc, encore bienvenue à cette série de présentations hebdomadaires. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la première date pour l'année 2018. Donc, on fait parler de petit rappel de l'embolie pulmonaire, qui c'est une pathologie qui est assez courante, mais aussi qui peut être fatale. Donc, il est important que éduquons sur cette pathologie afin de bien cerner et pouvoir sauver des vies. L'embolie pulmonaire fait partie de ce groupe de maladies qu'on appelle les maladies thromboemboliques veineuses, qui parfois incluent les thromboses veineuses profondes des membres inférieurs, mais aussi des membres supérieurs, et surtout l'embolie pulmonaire. L'embolie pulmonaire se définit comme l'obstruction de l'artère pulmonaire ou une de ses branches par un caillot, ou ça peut être aussi une masse graisseuse ou une tumeur, parfois de l'air. Généralement, le terme, comme le nom l'indique, l'embolie, ça signifie que c'est quelque chose qui vient d'ailleurs et va se loger au niveau de l'artère pulmonaire. L'embolie pulmonaire, c'est une maladie qui peut être fatale. Un bon nombre de patients meurent avant même d'arriver à l'hôpital et on réalise qu'ils ont eu une embolie pulmonaire, surtout finalement à l'autopsie. Ce qui rend cette condition un petit peu plus difficile à cerner, c'est que généralement
présentation de clinique de l'embolie pulmonaire n'est pas toujours spécifique. Il y a toute variété de signes et symptômes qui peuvent vous conduire sur d'autres terrains, mais avec un degré de suspicion et un examen clinique et une histoire bien approfondie, on peut arriver à cerner et à diagnostiquer l'embolie pulmonaire afin de diminuer le risque de mortalité. Il est important que l'on maintienne un indice de suspicion qui est très élevé parce que la présentation clinique peut être variable. Classification de l'embolie pulmonaire, il y a différents systèmes que l'on peut utiliser pour classifier l'embolie pulmonaire en fonction des paramètres que l'on considère. On peut, en fonction du temps, c'est-à-dire du temps par rapport auquel les symptômes développent, on peut classer l'embolie pulmonaire en embolie pulmonaire aiguë. Ce sont des patients qui vont se présenter à l'hôpital presque immédiatement après le début de l'embolie. C'est généralement dans les heures qui viennent, les patients ont des douleurs thoraciques, de la dyspnée, de l'hémoptysie, et tout a commencé quelques heures auparavant. Et c'est le diagnostic d'embolie pulmonaire confirmé, donc c'est l'embolie pulmonaire aiguë. Ça peut être aussi sur-aigu chez des patients qui ont eu des symptômes allant de quelques jours à quelques semaines, avec un début plus ou moins insidieux. Donc, généralement, ces patients vous diront que j'ai eu cette douleur ou cette toux ou cette hémoptysie pendant 5, 6, 7, 8 jours, 10 jours, 2 semaines. Donc, c'est l'embolie pulmonaire sur-aiguë. Parfois, l'embolie pulmonaire c'est diagnostiqué à la phase chronique et ce sont des patients qui sont généralement ont eu des symptômes très minimes, mais on arrive à diagnostiquer l'embolie pulmonaire chez des patients des mois ou même des années après, surtout quand ils se présentent avec des complications comme l'hypertension pulmonaire. Donc ça, ce sont les embolies pulmonaires chroniques. Autre façon de classifier l'embolie pulmonaire, ça peut être se classifier en fonction de l'état hémodynamique des patients. Et dans cette catégorie, on aura deux grandes classes. Les patients qui sont hémodynamiquement instables, généralement rencontrés dans les patients avec des embolies pulmonaires massives ou à haut risque, comme on les appelle. Et généralement, les paramètres qui nous permettent de définir une embolie pulmonaire massive ou une embolie pulmonaire avec un patient instable, c'est surtout quand les patients se présentent avec l'hypotension artérielle. Donc, pression artérielle systolique de moins de 90 mm de mercure ou une baisse de la pression artérielle de plus de 40 mm de mercure à partir de la pression artérielle de base du patient. Et quand ces anomalies, cette hypotension dure pendant 15 minutes ou plus, on peut parler de patient qui est hémodynamiquement instable. Et généralement, l'instabilité hémodynamique, ça arrive chez les patients avec des embolies pulmonaires massives, c'est-à-dire il y a un gros volume de caillots, mais parfois l'embolie pulmonaire massive ou avec un embolie pulmonaire chez un patient instable peut arriver avec des caillots de petit volume si ces patients ont des anomalies cardiopulmonaires de base. Des fois, le caillot est très petit, mais assez significant de façon significative assez pour causer de l'hypotension. Ça nous ramène à la même définition d'un patient qui est hémodynamiquement instable. La deuxième catégorie de cette nomenclature, ce sont des patients qui sont hémodynamiquement stables, c'est-à-dire des patients
qui ont un diagnostic d'embolie pulmonaire, mais sans les critères mentionnés un peu plus haut, sans hypotension, sans signe de souffrance du ventricule droit. Et généralement, ces patients ont un volume de caillots qui est assez bas, mais il n'est pas impossible de trouver des patients avec un volume de caillots qui est assez élevé, mais la pression artérielle et tout, il n'y a pas de signe de souffrance du ventricule droit. Donc, même si le volume de caillots est assez élevé, ces patients, si leur pression artérielle et la fonction du ventricule droit est normale, il n'y a pas à parler d'état hémodynamique stable. Troisième façon, on peut classifier l'embolie pulmonaire, c'est surtout en fonction de la localisation du caillot. On parle d'embolie pulmonaire, comme ça en anglais, saddle pulmonary embolism ou embolie pulmonaire cell. C'est quand le caillot se loge directement au niveau du tronc de l'artère pulmonaire et même à la bifurcation. Quand ça se situe au niveau du tronc et à la bifurcation de l'artère pulmonaire, c'est l'embolie pulmonaire en cercle. Généralement, ce sont des embolies pulmonaires massives, mais heureusement, ça n'arrive que dans 3 à 6% des patients. La bonne nouvelle, c'est que généralement, quand on a une embolie pulmonaire, dans la plupart des cas, le caillot va au-delà de la bifurcation, va au-delà du tronc de l'artère pulmonaire, pour va se loger dans les artères qui sont plus petites. Donc, dépendamment où le caillot va s'arrêter, on peut parler d'embolie pulmonaire lobaire, segmentaire ou sous-segmentaire, dépendamment de la localisation où le caillot s'arrête. Toujours parlant de la localisation, ça peut être classifié en embolie pulmonaire unilatérale gauche, unilatérale droite, ou parfois bilatérale si on a des caillots au niveau des deux poumons. Et, la dernière façon, au niveau de l'anatomie, la dernière façon dont on peut classifier ça, ce sont les embolies pulmonaires périphériques, surtout qui sont localisés dans les petites artères au niveau de la périphérie. Donc, ce sont des embolies pulmonaires, des fois, qui peuvent conduire à l'infarctus du poumon. La dernière façon dont on peut classifier l'embolie pulmonaire, comme je l'ai dit tantôt, il y a des patients qui se présentent de façon très symptomatique et ce sont des patients qui généralement vont se présenter à l'hôpital de très tôt quand l'embolie pulmonaire se développe. Tout de même, il y a des patients qui vont être complètement asymptomatiques, c'est-à-dire ils ont eu une embolie pulmonaire massive ou pas, mais ils n'ont pas eu de symptômes et on arrive à découvrir qu'ils ont eu une embolie pulmonaire de façon coïncidentale. Quand on fait des examens pour d'autres causes, on réalise qu'ils ont eu une embolie pulmonaire dans le temps à partir des symptômes. Donc l'embolie pulmonaire peut être symptomatique, ça peut aussi être asymptomatique. Maintenant, parlons un peu de l'épidémiologie de l'embolie pulmonaire. Depuis le début des années 90, il y a de nouveaux procédés diagnostiques qui ont été développés avec l'utilisation du scanner, avec angiographie et certains autres marqueurs sanguins. Donc, on réalise que depuis les années 90, l'incidence des embolies pulmonaires a augmenté de façon très significative au niveau mondial. Je ne sais pas s'il y a des facteurs environnementaux ou si c'est simplement dû au développement de meilleures techniques de diagnostic, mais on a découvert que l'incidence est à la hausse. Généralement, ça atteint, de façon mondiale, ça atteint environ 52 personnes pour chaque 100 000 habitants, avec une légère prévalence, une prévalence légèrement beaucoup plus élevée chez les hommes,
environ 56 cas par 100 000 hommes et comparé à environ 48 par 100 000 femmes. Aux États-Unis, l'embolie pulmonaire est impliquée dans la mort de plus de 100 000 personnes par an. Et en Europe, on estime qu'environ 300 000 personnes meurent de l'embolie pulmonaire annuellement en Europe. Et une particularité, c'est qu'en Europe, on réalise que dans plus de 75% des cas, l'embolie pulmonaire c'est une pathologie qui est acquise à l'hôpital. Donc, je ne sais pas, aux États-Unis, généralement chez les patients qui sont hospitalisés, on utilise des médicaments pour prévenir les thromboses veineuses profondes de façon automatique, sauf s'il y a des contre-indications. Donc, je ne sais pas si ça se fait aussi en Europe, mais la prévalence de la mort, l'incidence des cas fatals, en Europe, c'est beaucoup 3 fois plus élevé aux États-Unis. Même si l'incidence de l'embolie pulmonaire est à la hausse, mais on a remarqué que le taux de mortalité est en baisse. Probablement, meilleure technique de détection, ça conduit à l'institution de traitement un petit peu plus tôt, donc aidant à la prévention des cas fatals. Dans la physiopathologie du développement de l'embolie pulmonaire, vous vous rappelez certainement du triade de Virchow qui consiste en 3 anomalies de base qui vont expliquer la grande majorité des cas d'embolie, de maladies emboliques veineuses et particulièrement l'embolie pulmonaire. La stase veineuse, les atteintes à l'intégrité endothéliale des vaisseaux et troisièmement, c'est l'état d'hypercoagulabilité. Dans tous les cas d'embolie pulmonaire ou encore de maladie veineuse, on va retrouver d'une façon ou d'une autre au moins un de ces 3 composants du triade de Virchow. Et les risques facteurs pour le développement des maladies thromboemboliques et particulièrement l'embolie pulmonaire, peuvent être divisés en 2 grands groupes. On a des facteurs de risque qui sont génétiquement, des facteurs de risque génétiques, comme les patients qui ont des maladies affectant leur système de coagulation, ceux qui ont un déficit en facteur 5, et aussi des patients qui ont des anomalies génétiques du gène codant pour la prothrombine. Ce sont des patients qui vont se présenter avec des embolies pulmonaires et des maladies veineuses profondes des membres inférieurs, parfois de façon non provoquée, et ça peut se développer à n'importe quel âge. Généralement, ce sont des patients pour qui on va recommander des traitements à long terme parce que on ne peut pas changer ces anomalies génétiques. Mais les risques facteurs les plus fréquemment rencontrés, ce sont des facteurs de risque acquis que l'on rencontre généralement soit en cas d'immobilisation prolongée après des traumas, des opérations chirurgicales et chez des patients qui prennent certains médicaments comme les hormones, les contraceptifs oraux, les patients qui sont obèses et chez les grands fumeurs, ce sont des risques, des facteurs de risque acquis qui va mettre les patients à risque pour le développement des maladies thromboemboliques. Et généralement, en cas d'embolie pulmonaire, souvent mais pas toujours, on va retrouver la source de ces embolies au niveau des membres inférieurs. Dans plus de 50% des cas, des patients qui se présentent avec une embolie pulmonaire, si vous faites un examen, des sonographies des membres inférieurs, on va trouver des thromboses veineuses en profonde au niveau des membres inférieurs. Donc, la physiopathologie des maladies thromboemboliques veineuses nous amène au triade de Virchow, soit stase veineuse,
secondaire, assistance veineuse après des immobilisations prolongées ou des traumas, l'état d'hypercoagulabilité chez les patients qui ont des risques facteurs ou des atteintes à l'endothélie endothéliale. Quand les patients développent une embolie pulmonaire, la réponse physiologique, pathophysiologique, plutôt que le corps va développer, probablement expliquer la grande majorité des symptômes dont le patient va se présenter avec. Donc, il y a peut-être beaucoup de mécanismes physiopathologiques qui se développent, mais les trois mécanismes, les trois réponses les plus courantes sont généralement l'infarction qui va se développer, surtout chez les embolies pulmonaires distales, pardon. Il y a les petits vaisseaux sont obstrués par le caillot et généralement ça va causer l'infarctus au niveau de ces régions. Et généralement, comme je le dis, cette embolie se situe au niveau périphérique, très proche de la plèvre, et généralement ces patients vont se présenter avec des douleurs thoraciques parce que généralement c'est au niveau périphérique, il y a une réaction inflammatoire très intense qui se développe au niveau de la. Mais aussi le fait que l'embolie pulmonaire va causer des troubles au niveau de l'échange gazeux, au niveau des capillaires et des voies aériennes. Donc, généralement, il y a le ratio ventilation-perfusion va être altéré et ça va causer de l'hypoxie. Généralement, ce sont des patients qui vont se présenter avec des hypoxies, un manque d'oxygène assez prononcé. Généralement, ces patients, ils vont avoir une oxygène saturation de 70 à 80% à cause des perturbations au niveau de l'échange gazeux. Les patients qui sont hémodynamiquement instables, généralement, ils vont se présenter avec une hypotension artérielle marquée à cause de la diminution du cardiac output, du débit cardiaque. Pardon. Cela s'explique par plusieurs mécanismes. Généralement, si vous avez un caillot qui est assez grand, assez important, ça va causer une augmentation de la pression au niveau du tronc de l'artère pulmonaire. Et généralement, cette augmentation de pression va aussi causer une diminution du débit cardiaque. Deux raisons. L'augmentation au niveau de l'artère pulmonaire va aussi augmenter la résistance périphérique vasculaire au niveau des artères pulmonaires. Et cette augmentation de la résistance périphérique des artères pulmonaires va se répercuter au niveau du ventricule droit, qui doit travailler beaucoup plus dur pour pouvoir compenser pour cette augmentation de la pression, et ça va causer une dilatation au niveau du ventricule droit. Et cette dilatation au niveau du ventricule droit va non seulement diminuer puisque le ventricule droit travaille plus, et le flux au niveau qui se part du ventricule droit va diminuer, et en même temps ça va s'élargir et causer une diminution du volume du ventricule gauche. Et la diminution du volume du ventricule gauche sera un deuxième facteur de la diminution du débit cardiaque. Donc, non seulement il y a une perturbation au niveau du cœur droit, mais aussi ça se répercute au niveau du cœur gauche parce que la dilatation du ventricule gauche va diminuer la taille du ventricule droit, et puisque la taille du ventricule droit est beaucoup plus petite, le débit cardiaque qui part du ventricule gauche sera aussi diminué.
Donc, tout ceci va conduire à une diminution du débit cardiaque. Et si vous savez que la pression artérielle, c'est un facteur du débit cardiaque par rapport à la résistance vasculaire périphérique, si votre débit cardiaque est bas, donc la pression artérielle va être aussi assez basse. Présentation clinique de l'embolie pulmonaire, comme je l'ai dit tantôt, parfois ça se présente de façon classique avec des douleurs thoraciques, de la dyspnée, de l'hémoptysie et aussi des signes de thrombose veineuse profonde au niveau des membres inférieurs. Mais cette présentation classique n'est pas toujours présente. C'est pourquoi il faut toujours maintenir l'indice de suspicion très élevé pour pouvoir aboutir au diagnostic. Parfois, les patients se présentent avec des symptômes beaucoup plus mitigés et parfois, ils se présentent avec un état de choc inexpliqué, des arythmies cardiaques et avec des pertes de connaissance inexpliquées. Et des fois, la mort peut être la présentation initiale de l'embolie pulmonaire. C'est pour vous dire que, et comme je le dis tantôt, il y a des patients qui sont complètement asymptomatiques. Donc, on a une maladie qui est assez sérieuse, assez grave, qui peut se présenter avec des symptômes assez importants comme l'état de choc ou même la mort. De l'autre côté, ça peut être asymptomatique et ne pas être découverte que des années après. Donc, c'est pourquoi il faut toujours maintenir des indices de suspicion assez élevés pour pouvoir traiter les patients qui peuvent être traités. L'aspect clinique du diagnostic de l'embolie pulmonaire doit être pris en compte. Il y a différentes façons de stratifier ces patients en fonction de leur risque. Mais ce qu'on appelle le score de Wells, ou score de Wells modifié, va nous donner, surtout quand il sera difficile d'obtenir des examens paracliniques ou radiologiques assez avancés. Donc, ça peut permettre de classer des patients, de stratifier les patients en fonction de certains paramètres qui vont nous permettre d'aboutir à ce diagnostic et peut-être instituer le traitement aussi tôt que possible. Comme je dis, le diagnostic définitif, c'est surtout au scanner avec l'angiographie pulmonaire. Des fois, on fait le test de ventilation-perfusion et parfois l'échocardiogramme peut nous donner des indices assez importants, surtout s'il y a des signes qui suggèrent la possibilité d'embolie pulmonaire avec une dilatation manquée du ventricule droit à l'échographie. Donc, ce sont des indices très importants qui vont nous permettre de faire le diagnostic. Mais s'il n'y a pas un moyen d'obtenir ces tests dans l'immédiat, on peut utiliser ce tableau pour pouvoir, comme je l'ai dit, classer les patients fonctionnels. Le score de Wells, c'est assez important. C'est un système de score qui base sur des points et en fonction des indices cliniques, on va attribuer des points aux patients. Et si les patients ont un score assez élevé, donc la possibilité d'embolie pulmonaire est assez considérable. Il faut peut-être penser à instituer le traitement. Ces paramètres sont, premièrement, des signes et des symptômes qui vous font penser à des embolies veineuses au niveau des membres inférieurs. S'il y a inflammation ou édème unilatéral associé avec des douleurs au niveau d'un ou des deux membres inférieurs de façon inexpliquée, donc, et les patients ont des risques facteurs comme des chirurgies récentes, des immobilisations prolongées
Le patient prend des hormones anticontraception, des anticontraceptions oraux, grand fumeur, obèse, avec des signes et symptômes de DVT, on va attribuer le score de 3 à ces patients. Si les symptômes de présentation qui vous rappellent l'embolie pulmonaire ne peuvent être expliqués par aucune autre anomalie cardiaque, infectieuse ou autre, s'il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer ces symptômes à part de l'embolie pulmonaire, aussi on peut attribuer 3 à ces malades. Les malades qui ont une tachycardie avec une fréquence cardiaque de plus de 100, donc ils vont scorer 1,5. Les malades qui sont immobilisés pendant, qui ont une période d'immobilisation prolongée au cours des 4 semaines précédentes aussi peuvent être attribués un score de 1,5. Les malades qui ont une histoire d'embolie pulmonaire ou d'embolie veineuse, thrombose veineuse des membres inférieurs, aussi peuvent être attribués un score de 1,5. Les malades qui présentent avec des hémoptysies, 1, les malades qui ont été diagnostiqués ou qui ont une histoire de cancer dans les 6 mois précédents, les symptômes, s'ils vont scorer 1. Donc, tout ceci nous ramène au bas du tableau. Chez les patients qui scorent moins de 2 points ou moins, la possibilité d'embolie pulmonaire est assez basse. Les malades qui scorent de 2 à 6 ont une probabilité modérée. C'est peut-être l'étape la plus difficile ou l'intervalle le plus difficile à gérer. Mais chez les patients qui ont un score de 6 ou plus, la possibilité d'embolie pulmonaire doit être très sérieusement considérée. C'est un petit peu plus difficile, surtout quand on score 2 à 6 points. Il y a toujours cette zone où il y a... mais on arrive à modifier ce système et le diviser en 2. Donc, il y a des patients qui ont un score de 4 ou moins. C'est très peu probable qu'ils ont une embolie pulmonaire, mais chez les patients qui ont un score de 4 ou plus, les symptômes ne peuvent être expliqués par rien d'autre. Donc, la possibilité d'embolie pulmonaire doit être sérieusement considérée. Donc, c'est un tableau qui est assez important, surtout quand il y a des limitations en ce qui concerne l'obtention des examens radiologiques poussés, qui est immédiate. Généralement, on attend pour confirmer le diagnostic avec, comme je dis, le scanner avec l'angiographie pulmonaire, mais pour les patients qui sont instables de façon hémodynamiquement instable et pour qui il n'est pas possible d'obtenir ces examens, on peut des fois obtenir un échocardiogramme, une échographie cardiaque, soit au chevet du malade, ou bien, si est possible, on obtient une sonographie des membres inférieurs pour essayer de voir si le patient a une thrombose veineuse au niveau des extrémités. Mais si le patient est stable de façon hémodynamique et on ne peut pas obtenir ce test, il est toujours une bonne idée de commencer avec le traitement avec des anticoagulants pourvu qu'il n'y a aucune contre-indication. Mais comme je dis, le diagnostic définitif, le scanner avec angiographie pulmonaire ou la ventilation perfusion ratio que l'on peut aussi obtenir. Donc, ceci, c'est une représentation d'une embolie massive au scanner avec angiographie. Vous voyez ici le tronc de l'artère pulmonaire et ici c'est l'artère pulmonaire droite.
l'artère pulmonaire gauche et vous voyez cette zone grise où il y a un déficit de perfusion assez élevé. Donc, c'est une des aspects que l'on va voir quand les patients ont une embolie pulmonaire au niveau un embolie pulmonaire au CT angiogramme des poumons. Donc, un petit peu plus petit, c'est à peu près la même location, le tour de l'artère pulmonaire, ici c'est l'artère pulmonaire droite, et vous voyez le déficit qui est indiqué par la flèche. Ici, c'est au niveau de l'artère pulmonaire, des branches pulmonaires gauche, mais ceci est un petit peu plus périphérique. Ici, c'est le tour de l'artère pulmonaire, c'est l'artère pulmonaire gauche, et on voit des segments, ça commence à se segmenter, mais ici, on voit clairement les déficits de perfusion au niveau de ces branches segmentaires. Et c'est une vue de face au niveau du scalaire. Encore, on voit, comme c'est indiqué avec la flèche gauche, ce déficit. Et ici, beaucoup plus en périphérie, on a des déficits qui sont montrés encore avec des flèches. Maintenant, après avoir établi le diagnostic d'embolie pulmonaire, l'aspect traitement doit être considéré. Donc, c'est là que l'on va encore revenir à certaines de ces classifications, parce que généralement, l'embolie pulmonaire, ça requiert un traitement assez intensif, mais il y a des facteurs à considérer pour pouvoir instituer le traitement. Généralement, il y a des mesures supportives que l'on va appliquer à tous les patients qui se présentent avec l'embolie pulmonaire, et ceci est vrai pour les patients qui se présentent avec une pneumonie, la décompensation cardiaque ou n'importe quelle pathologie. L'effort doit être guidé à stabiliser l'état du patient, l'état hémodynamique du patient, s'assurant que l'oxygénation est adéquate, en assurant que l'hydratation, si le patient est déshydraté, est adéquate. Si le patient se présente avec une embolie pulmonaire avec peu de risque, qui n'est pas massive, on a peut-être du temps pour déterminer. Mais généralement, chez les patients qui se présentent avec des embolies pulmonaires massives et qui sont instables de façon hémodynamique, il faut pousser des efforts ressuscitatifs pour pouvoir stabiliser le patient. Et ce effort ressuscitatif chez les patients instables peut aller jusqu'à l'intubation pour pouvoir ventiler le patient de façon adéquate, l'utilisation des médicaments pour maintenir la pression artérielle, des vasopresseurs si le patient a une hypertension qui est réfractaire. Mais une fois que ce stade passé, on va devoir traiter le patient avec des anticoagulants. Donc, de façon méthodique, on va diviser les patients en ceux qui sont stables de façon hémodynamique. Généralement, les patients avec une pression artérielle dans les limites normales et patients qui n'ont pas de signe de souffrance du ventricule droit. Mais chez les patients qui sont hémodynamiquement instables, il faut encore stabiliser le patient aussi vite possible et instituer le traitement avec des anticoagulants. Stabilisation hémodynamique, des soins supportifs avec des fluides intraveineuses et aussi l'utilisation des vasopresseurs si les malades, si les patients ont une hypertension réfractaire. Donc, le traitement pharmacologique, c'est généralement avec les anticoagulants que l'on va traiter les patients. Encore,
revient le concept de l'état hémodynamique de ces patients. Si ces patients sont hémodynamiquement instables et parfois même avant d'avoir tous les éléments diagnostiques, il faut instituer le traitement et pourvu qu'il n'y a aucune contre-indication absolue à l'anticoagulant. Généralement, le traitement ça se débute avec de l'héparine, que ce soit par de l'héparine fractionnée ou l'héparine non fractionnée. Donc, généralement, on recommande que on traite ces patients avec l'héparine pour environ 48 à 72 heures de temps, 2 à 3 jours, pour pouvoir diminuer l'état d'hypercoagulabilité. Et après cette période, le traitement va devoir être continué avec des anticoagulants oraux. Option que l'on a comme anticoagulant oraux, c'est la warfarine, coumadine, et maintenant il y a des nouveaux produits qu'on appelle des NOAC, non-oral anticoagulants. Ce sont des médicaments que qu'on pense qu'ils sont assez efficaces, aussi efficaces que le coumadine, mais qui ne requiert aucun monitoring du du sang ou aucun follow-up en ce qui concerne ANR ou autre. Donc, de ces classes de médicaments, on a les plus couramment utilisés, particulièrement aussi aux États-Unis, sont ce qu'on appelle le Xarelto ou Eliquis ou Pradaxa, ce sont de nouveaux médicaments que l'on utilise. Mais le coumadine warfarine, c'est toujours une option et ça c'est toujours utilisé un peu partout à travers le monde. Durée du traitement, généralement, ça va dépendre des facteurs de risque. Généralement, le traitement, si les facteurs de risque, ce sont des facteurs qui sont transitoires, le traitement va aller de 3 à 12 mois. De 3 à 12 mois, si on peut enlever les facteurs de risque. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a développé l'embolie pulmonaire après une chirurgie prolongée ou bien après un trauma assez important ou des patients qui fument, qui sont des grands fumeurs, des patients qui prennent des anticoagulants. Donc, si on peut traiter ou enlever ces facteurs de risque, le traitement peut aller de 3 à 12 mois avec des anticoagulants. Mais si ce sont des patients qui ont des facteurs de risque qui sont persistants, c'est-à-dire des patients pour qui on ne peut pas enlever les facteurs de risque, comme ceux qui ont des anomalies génétiques qui augmentent le risque de maladies thromboveneuses. C'est des patients qui ont plus des patients qui ont eu plus d'un épisode de maladie thromboembolique. Donc, ce sont des patients qui vont nécessiter des anticoagulants, une anticoagulation à vie, pourvu qu'il y a des contre-indications majeures dans le futur. Donc, c'est chez les patients qui sont hémodynamiquement stables et qui ne répondent pas au traitement avec l'héparine ou pour qui il y a très peu de temps. Donc, il y a d'autres modalités de traitement qui sont beaucoup plus agressives que l'utilisation de l'héparine que l'on peut utiliser. Il y a l'utilisation des thrombolytiques, qu'on appelle le TPA généralement, que l'on peut utiliser soit par voie systémique ou des fois on peut utiliser ces thrombolytiques directement au niveau de l'artère pulmonaire pour essayer de dissoudre le caillot. Généralement, ce sont des traitements qui sont très agressifs. Donc, il faut s'assurer que les patients nécessitent ces interventions thérapeutiques avant. Mais si les patients sont instables, il n'y a pas d'autre option, c'est généralement le cas. Parfois, si l'utilisation des thrombolytiques
n'arrive pas à stabiliser les patients ou si elles ne répondent pas à l'utilisation des thrombolytiques, soit par voie systémique ou par voie ou de façon locale, donc on peut être amené à l'embolectomie. L'embolectomie, il y a plusieurs procédés que l'on peut utiliser pour faire l'embolectomie, soit de façon chirurgicale, l'embolectomie chirurgicale avec un chirurgien vasculaire, ou il y a des procédés que l'on utilise ces jours-ci pour essayer d'enlever le caillot à travers les veines, à l'aide de cathéters. Donc, ce sont les démarcations du traitement standard pour les patients qui sont immunodiagnostiques instables, qui ne répondent pas à l'héparine ou pour qui il y a très peu de temps. Donc, soit l'utilisation des thrombolytiques par voie systémique ou par voie locale, ou l'embolectomie qui peut être chirurgicale ou peut être faite de façon guidée avec le cathéter. Il y a des patients pour qui il est malheureusement impossible d'utiliser les anticoagulants pour une raison quelconque, soit des patients qui ont des signes de saignement ou des patients qui sont à risque de tomber. Pour les patients, il n'est toujours pas possible d'utiliser les anticoagulants. Il y a une option on peut utiliser un filtre au niveau de la veine cave inférieure. Finalement, ce sont des patients qui ont des risques de saignement très élevés. Par exemple, si quelqu'un a eu une hémorragie intracrânienne récente et se présente avec une embolie pulmonaire, on va certainement ne pas traiter cette patient avec des anticoagulants. Donc, généralement, si vous prenez des anticoagulants et malgré tout, vous continuez à développer des trous emboliques, il y a des cas où des patients ils sont traités avec des anticoagulants, mais ils développent toujours des caillots. Donc, dans ces cas, l'utilisation de filtre au niveau de la veine cave inférieure est impossible. Et des fois, si des patients qui nécessitent un filtre au niveau de la veine cave inférieure, s'ils ont des critères pour l'utilisation du filtre, il faut l'insérer même s'il n'y a pas de thrombose au niveau des membres inférieurs. Il y a des filtres qui peuvent être enlevés. Donc, généralement, il est considéré d'utiliser un de ces filtres que l'on peut enlever après quelques mois ou quelques années. Si, bien entendu, les facteurs de risque qui ont provoqué l'utilisation de filtres peuvent être enlevés. Donc, après le traitement, il sera toujours important de faire le suivi de ces patients pour non seulement suivre le niveau thérapeutique des anticoagulants, surtout chez les patients qui vont être traités avec le coumadine. Et aussi, il faut faire le suivi pour pouvoir s'assurer que les patients ne vont pas développer des complications pulmonaires comme des infarctus pulmonaires massifs ou des surinfections comme la pneumonie qui peut parfois se développer comme une complication. Aussi, il y a des complications qui peuvent être latentes, qui se développent au niveau après des années, comme l'hypertension pulmonaire chronique qui va se présenter avec une dyspnée progressif, généralement dans les mois ou peut-être années qui suivent. Donc, ces patients doivent être suivis de façon régulière pour pouvoir traiter ou minimiser les risques de complications. Je pense que c'est tout. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. On a peut-être 5 à 10 minutes. Microphone,
Bonjour, docteur Moïse. Bonjour. Et je suis docteur Augustin à l'hôpital La Providence des Gonaïves. Je vous félicite pour votre présentation qui était vraiment très instructive pour nous. Je voudrais savoir la durée de vie de filtre sur la veine cave inférieure. Yeah. Il y a plusieurs types de fils que l'on peut utiliser. Il y a des fils que l'on peut qui peuvent être restés de façon permanente sans aucun problème. Tout comme il y a des fils qui peuvent être enlevés après. Mais généralement, les fils, ils peuvent rester aussi longtemps que l'on veuille, aussi longtemps que l'on souhaite. Il est toujours recommandé de les enlever si les conditions qui ont requis l'utilisation de fils ne sont plus présentes. Par exemple, si c'est quelqu'un qui avait eu une embolie pulmonaire après un accident au cours duquel le patient a eu un trauma crânien et qui a des saignements. Donc, après 6 mois de traitement, si tout est bien, on peut arrêter le traitement et enlever le fils. Mais s'il y a des patients pour qui les risques persistent, par exemple, s'il y a quelqu'un qui développe des embolies, même s'ils prennent des anticoagulants, ce sont des patients pour qui on peut laisser les fils de façon indéfinie. Mais généralement, ils peuvent rester au niveau des veines inférieures aussi longtemps que c'est nécessaire.